Checkmate. Nothing else matters. Salut l'équipe, nous sommes ensemble pour tenter de débriefer cette débâcle, cette entrée en matière terrible de nos Bleus face au Canada, défaite de 30 points, 95-65. On est en direct ensemble sur Twitch ou tu es avec nous en replay sur YouTube. Installe-toi, on va essayer d'analyser tout ça à chaud, mais avec le plus de recul possible. Pour en parler, bien sûr, Erwan est là, et Erwan est en bonne santé, j'espère. Ah, je suis en meilleure santé que les mecs qui ont essayé de défendre sur Chai et d'autres attaquants canadiens. On pense aussi à Olynyk. Non, il fait très chaud en ce moment, c'est la canicule, mais j'ai pas besoin d'une douche aussi froide que ça aujourd'hui, en tout cas. Terrible. Nous sommes trois aujourd'hui pour débriefer, analyser ce match. Stephen Brun est avec nous. Ça va, Steph? Salut Tom, salut Erwan. Écoute, ça pourrait aller mieux, mais en tout cas, je suis content d'être là. Ça me donne un petit peu de baume au cœur d'être avec vous. On s'était dit que s'il y avait victoire, on allait s'amuser. On n'envisageait pas une défaite d'une ampleur comme ça. Au pire, on est ensemble, quoi. Au pire, on est ensemble. Toujours voilà. ensemble. Ça resserre les liens, c'est important. Comme l'a dit Nico Batum en conférence d'après-match, il faut rester ensemble. Bon, on est ensemble, les mecs. On est clairement ensemble. On sera ensemble à Manille, en plus. On est ensemble à Manille la semaine prochaine, en effet. Si on pouvait être qu'il y ait l'équipe de France. Si on pouvait être avec eux, ça m'arrangerait aussi. Hein. Oui, absolument. Parce qu'au-delà de la défaite qui est terrible, on va revenir sur le match, sur tout ce qui s'est passé, mais aussi sur les enjeux de cette défaite. Puisqu'on va commencer par ça, parce que c'est vachement important. Steph, tu nous disais tout à l'heure que cette défaite pourrait nous faire très très mal en vue du deuxième groupe. Elle pourrait nous faire très mal. En fait, on a même plus quasiment, j'ai envie de dire, notre destin entre les mains, puisque dans la poule avec laquelle on va croiser, il va y avoir le Brésil et l'Espagne, et le vainqueur de cette confrontation, parce qu'après c'est l'Iran et la Côte d'Ivoire. Alors on n'est pas à l'abri des surprises, mais j'estime que l'Espagne et le Brésil a quand même une marche sur ces deux autres équipes-là. Donc on va croiser avec cette poule-là. Donc on peut se retrouver avec le Canada qui invaincu en poule et 0 défaite, et l'Espagne 0 défaite. Donc ça veut dire que même si on bat l'Espagne, on se retrouvait éventuellement une égalité à 3 avec le Canada, l'Espagne et la France, et le moins 30 là, au goal average, il risque de faire mal. Donc on s'est mis, en plus de la défaite qui est... Je ne sais même pas si la défaite est une énorme surprise en soi, parce que peut-être que les gens ne se sont pas rendus compte de qui était en face, et le Canada, c'est la manière, c'est l'écart. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en grand danger, on s'est mis une balle dans le pied avec ce moins 30. Ouais. On va revenir sur donc, le match, hein, bien sûr, ensemble. C'était important de commencer par ça, parce que les joueurs l'ont en tête, mais il fallait que tout le monde l'ait en tête. Erwan, première question globale, bien sûr, c'est un sentiment de déception qui nous anime, mais c'est peut-être un peu plus que ça finalement. Perte de moins 30, ça nous est presque jamais arrivé dans notre histoire. Honnêtement, tu perds contre le Canada dans le sommet de cette ouverture de la Coupe du Monde. Bon, voilà, on sait que le basket, tu gagnes, tu perds, ça peut se jouer sur un fil, il peut y avoir un money time. Tu peux être dominé, perdre de 10-12 sur la fin. On peut entendre plein de choses, on a des scénarios, on en a vu des millions. Maintenant, moi, j'avais imaginé plein de choses, plus positif avec une victoire, certes, mais même de perdre, je savais qu'on... Là, se faire autant marcher dessus avec des attitudes collectives dès la deuxième mi-temps et des choix tactiques aussi, parce que là, pour le coup, il faut mettre tout le monde dans le même seau. J'ai pas compris. Il y a des choses qui m'ont complètement... j'ai pas encore de réponse. On va essayer d'en trouver avec les gens du chat et avec Steph et toi, mais moi, je suis d'abord avant tout surpris par l'écart de niveau que j'ai vu entre ces deux équipes. Le basket est un sport tactique qu'on adore analyser. Là, on pourrait faire 6 match-up. D'abord, c'est un combat, c'est tenir des duels. Et dans le combat, dans le combat imposé par le Canada, on n'a pas existé pour le haut niveau. Non, on s'est fait taper dessus, on s'est fait marcher dessus, ils nous ont fait reculer. Alors en première mi-temps, on a tenu aussi, les arbitres ont été très permissifs sur les contacts et on a vu que les Canadiens, ça leur plaisait bien, ce genre de choses-là. Et en deuxième mi-temps, à force de reculer et se faire taper dessus, on n'avait plus eu aucune solution pour organiser notre attaque. Et on a retrouvé l'équipe de France pauvre offensivement qu'on a vu l'année dernière à l'Eurobasket, alors que sur la première mi-temps on a réussi à exister, on a fait des choses, mais en deuxième on a pu exister, ils nous ont marché dessus. Chai s'est réveillé, bref, on va faire Chai, il porte mal son nom, Chai, hein. Oui, il n'a pas été si timide que ça, notre ami, mais Chai, c'est Chai, ça fait 2 ans déjà. Mais dans le combat, je connaissais pas, bon joueur moi. Ouais, dans le combat, personnellement, je découvre le joueur de qualité. Dans le combat, dans l'agressivité, dans l'envie, ils nous ont détruits et c'est... Canada était mini-team USA en fait. Et il y a peut-être 2 équipes au monde capables d'être à notre niveau et même au-dessus sur les qualités athlétiques, dans le combat, dans la vitesse.
c'est le Canada aujourd'hui avec ces joueurs-là dans cet effectif et Team USA. On a fait un tour un petit peu global. Je vous rappelle que nous sommes en direct et je vous vois. Vous êtes très très chaud dans le chat. Alors on évite les insultes toujours. C'est qu'une défaite. Non, c'est pas on évite. Il n'y a pas d'insultes. Bah oui, on évite. Sinon on est ban. Donc ce sera un peu dommage. Donc on va bien sûr prendre vos avis au fur et à mesure de l'émission. On va vous demander des tops, des flops comme toujours. Vous avez l'habitude sur les finales NBA et aussi sur les compétitions internationales. Donc on est ensemble pendant presque une heure pour débriefer tout ça. Et ça, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant de ce match parce que ça a été très difficile. Ce qui est beaucoup revenu dans vos bouches, messieurs, c'était eh bien l'impact. C'était les insultes, mais bon, ça c'est un match normal quand on regarde ensemble, hein, bien sûr. C'est l'impact physique. On va essayer de sortir 3 grands points de ce match, et le premier, ça va être l'impact physique. On est parti avec un 5 majeur habituel Nando, Evan, Nando, Gershon et Rudy Gobert. Nico. Je dis quoi? Nando 2 fois. Moi, je me trompe souvent entre Nando et Nico. Je te dis souvent, ça commence pareil, ça finit pareil. Bon, bref. Et pendant que le Canada commençait avec Shai, avec Dillon Brooks, avec R.J. Barrett, avec Leo Olynyk et avec Dwight Powell. C'était les 2-5 attendus. Ce que je n'imaginais pas très honnêtement, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'on soit autant dominé physiquement sur les premières intentions, sur le meneur de jeu qui défend sur Nando. Nando n'a pas perdu trop de ballons, mais il a été dominé. Et ça a imprimé le rythme du match. On sait qu'on a l'habitude, avec cette équipe de France, d'être dominant physiquement. On l'a vu toute la prépa et on le voit depuis 15 ans, 20 ans. C'est notre marque de fabrique. Moi, même si on est dans le match, qu'on fait plutôt une bonne entame, je me dis, je vois les premières sorties d'écran sur Evan, je vois les pressions tout-terrain sur Nando. Et là, avec Steph et toi, on se regarde, on fait « Oula !» Oula, ça va durer 40 minutes, ça? Il y a des contacts en plus. Ouais. On peut le dire, on était très étonnés par les arbitres qui ont été permissifs. On aime, mais parfois les antennes. Pour moi, il y a eu beaucoup de mains, il y a eu beaucoup de choses. Après, c'est le haut niveau, on sait qu'il y a plusieurs façons d'arbitrer. Ils ont décidé de laisser jouer, ça nous a frustrés, nous les premiers, devant notre télé. Je pense qu'on aurait pu les sanctionner beaucoup plus sur des antennes, parce que quand des athlètes comme ça, avec des cannes qu'ils ont, si en plus tu leur laisses autant d'antennes, c'est compliqué, mais le niveau, c'est de s'adapter. Et puis surtout, moi, ce que je vois au bout de 3, 4, 5 minutes, c'est de dire « Ah bon, en fait, cette équipe-là est plus puissante, plus physique que nous. » Et ça, c'est assez rare à voir. Ouais, c'est rare, ça. On a vu Nando souvent monter le ballon de haut panier. Donc, c'est-à-dire que déjà, tu as moins de temps pour remettre en place ton schéma et ton système offensif. On a vu Evan être repoussé très loin, recevoir le ballon à 8-9 mètres, donc être moins près du cercle. Après, l'entame de match, elle est bonne. Nando est très bon sur le début de rencontre. 7-0 dès le début. C'est lui qui met les premiers paniers. Ouais. Evan est très bon aussi. Eux, en attaque, ils sont un petit peu brouillons. On fait même un écart. On passe à plus 8, plus 10. Olynyk fait 2 fautes, je crois. Il est obligé de sortir. Donc, ça, mais le problème, c'est que sur ce début de match, on existe uniquement par le jeu extérieur. Il n'y a pas un mec qui touche la gaufre à la inside. Gershon n'existe pas. Rudy n'existe pas. Mousse rentre, fait 2 fautes d'entrée de jeu. Alors qu'en général, et je connais bien la philosophie de Vincent Collet, quand il met Mousse sur le terrain, en général, tu annonces des plays pour lui parce que c'est le vrai seul grand qui joue du post-up. On le verra plus du match. Hein, non, on le verra plus du match. Si tu mets Mousse sur le terrain et que tu lui donnes pas la balle, ça sert à rien. C'est comme Big Sofo à l'époque avec la Grèce, qui rentrait pour 10 minutes et il y avait 24 systèmes pour lui. Et après, il sortait. Donc là, Mousse n'a pas existé. Et c'est vrai qu'on existe, mais uniquement sur le secteur extérieur. On a entendu les réactions d'après-match, celle de Nico surtout, sur le fait qu'ils ont tellement été dominés physiquement et repoussés qu'ils n'ont pas installé leur jeu. On regarde la déclate de Nico, on s'est fait rentrer dedans en deuxième mi-temps, on a oublié nos principes, c'est une bonne claque dans la gueule, il faut rester ensemble. Dès le début, ça a commencé. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que c'était plus du tout la même équipe qu'on a vue en prépa. Une équipe, on a dit ensemble, c'est une équipe qui joue bien au basket. Là, on n'a pas bien joué au basket. Après, non, alors, pardon, ça vas-y. Non, après, sur cette prépa, est-ce que c'était pas une prépa en faux semblant aussi et qu'on n'a pas vraiment joué de garçons comme le Canada? On a joué des bonnes équipes comme ça dans le monde. Après, non, c'est vrai. Les Tunisiens, on n'en parle pas. Bon, c'était Malakoff. On les a battus d'ailleurs en match. Tu joues 2 fois la Lituanie, qui est ces 2 salles de ambiance avec le Canada. Les Lituaniens qui a un basket très léché, très organisé, mais qui manque de verticalité, qui manque de qualité athlétique, ce que n'est pas le Canada. Et c'est vrai que là, tu jouais une configuration d'équipe que tu n'as pas affrontée en fait en prépa. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'Allemagne, l'Espagne, qu'on jouait Team USA, qu'on jouait le Canada. On peut s'interroger peut-être là-dessus, mais ça sera, je pense, une interrogation. Là, on sort dans un premier match. Moi, ce que je vois, c'est que et dans le basket, c'est comme ça, quand tu as des mecs forts comme ça, sur les cannes, qui te mettent des pressions sur la balle, qui sont toujours sur les denies, sur les sorties d'écran, il faut qu'on bouge beaucoup plus la balle. Et ce qui me gêne avec cette équipe de France, c'est que là, oui, on joue bien au basket quand on est
pas trop contrarié. Quand on est contrarié, on retombe dans un basket à l'arrêt, où on se marche dessus, où il n'y a plus de mouvement sans ballon, on se fait plus de passes. Et là, ben, forcément, tu fais que reculer. Et en fait, on a réussi à tenir un peu sur les exploits d'Evan que pendant 20 minutes. Je trouve que les réponses qu'on a amenées tactiquement à cette défense énorme, c'était tout ce qu'il fallait pas faire. En fait, du tir extérieur et du dribble. On a eu des réponses individuelles, Evan. Oui. On n'a eu aucune réponse tactique. Mais tu ne peux pas, sur du 1 contre 1, battre cette équipe du Canada. Jamais. Et on est retombé sur ce qu'on a vu l'année dernière à l'Eurobasket, où c'était les uns après les autres. Une défense comme ça, où les mecs te tiennent en 1 contre 1, sont aussi athlétiques, aussi physiques que toi. Il faut les faire bouger, il faut faire bouger le ballon, il faut les emmener sur les aides, les faire se tromper sur des rotations, faire vivre la balle. Si tu les prends en bugne à bugne, il y a 7 joueurs NBA, ils passent 6 mois de l'année à jouer que 1 contre 1 et à stopper des mecs en bugne à bugne. Donc collectivement, il faut créer du mouvement, créer du jeu, les forcer à venir bumper, aller jouer à l'opposé. Et on l'a pas fait, gros. Ils sont individuellement en 1 contre 1, tu ne bats pas cette équipe-là. Clairement, on est à la mi-temps et on est à -3. Le match, c'est un match de boxe. Il y a des séries d'une équipe, enfin une équipe a une série, c'est répondu par l'autre équipe, etc. Tu disais qu'on était à un moment à +8 avant que le Canada revienne. On est à la mi-temps avec Erwan. Erwan, tu me dis même que tu es plutôt rassuré par cette première mi-temps parce qu'il résiste. Alors je me dis que je vois qu'on a affaire face à une équipe de sauvageons, dans le bon sens du terme, vraiment. Mais on est là, on est au contact, même le -3, voilà, on est au contact, je me dis, ça va aller, on va mettre en place notre basket. Et en fait, ben non. C'est tout l'inverse qui se passe. C'est tout l'inverse qui se passe, quoi. Après, on va revenir sur, il y a l'aspect physique, mais il y a un choix tactique en début de deuxième mi-temps qui est assez terrible. Je me le garde. La deuxième mi-temps est terrible, je donne quand même les cartons, si je retrouve mon petit truc. Parce que ça aussi, ça dénote quand même un délitement de notre jeu, si je les retrouve. Je cherche quoi, le score du troisième? C'est bon, je l'ai. 25 le troisième, 27-17 le quatrième. Déjà, on encaisse 29 points dans le deuxième quart. Je voulais dire ça, c'était important. Ensuite, donc 25-8 et 27-17. Le 25-8 est terrible. Tout ce qu'on a dit sur la première mi-temps, parce qu'on est un peu resté là-dessus, il y a certes un écart entre les deux équipes physiquement. On le ressent, mais on est quand même au contact grâce à Evan Fournier qui est extraordinaire. Mais le troisième quart-temps, honnêtement, j'ai pas de souvenir d'un quart-temps aussi terrible que ça. Déjà, on se réfugie sur le tir à 3 points parce qu'on n'a aucune solution à l'intérieur pour s'approcher du cercle. Et puis de l'autre côté, bon, il faut aussi saluer que Shai Gilgeous-Alexander a décidé de montrer que c'était un All-Star et que c'était un garçon à plus de 30 points de moyenne. C'est le carton de Shai Gilgeous-Alexander, le troisième carton. Il nous a fait la chanson sur du jeu en transition, sur de l'isolation 1 contre 1, et il joue à son rythme. Il est smooth, il fait ce qu'il veut, et il nous a fait la misère, en fait, Shai Gilgeous-Alexander. Mais le problème, c'est que quand tu prends la marée offensivement et que de l'autre côté, tu mets pas un panton, que tu prends du tir à 3 points et que tu donnes de la transition et de jeu ouvert, et ben ça fait 25-8. Je donne quelques stats à la mi-temps. Shai, il a pas fait la chanson, gros. Il nous a fait une playlist double album de 35 Spotify, gros. Et la playlist, elle dure 2h30, hein, gros. Ça a été un calvaire. Ça a été un calvaire. J'ai une question à vous poser, puisqu'on est sur Shai Gilgeous-Alexander. On a vu en première mi-temps, on l'a vu pendant la prépa, de la zone, de la boîte. Moi, quand je vois Shai qui prend feu dans le troisième quart-temps, je trouve que oui, on est dominé et on donne du repli, physiquement on graille et tout. Mais j'ai l'impression aussi qu'on n'est pas coaché. Ouais. J'ai l'impression qu'on ne coach plus dans le troisième quart-temps. Ce qui est sûr, c'est que dans le deuxième quart-temps, la zone dont on a parlé, on en a un peu parlé entre nous surtout sur la prépa, on voit une fois une 2-3. Bonne défense. Première mi-temps, oui. On gagne des ballons. Une boîte de Nico sur Shai Gilgeous-Alexander. L'action après, une 1-3 qui se transforme sur une boîte, et après une troisième défense où il y a un tir à 3 points. Parce que, oui, alors le paradoxe de ce match-là, c'est qu'on en prend 30, mais on se fait pas battre sur le tir à 3 points. Il y a Nickel Walker-Alexander qui est le meilleur tireur à 3 points de cette équipe-là, qui fait il met 4 bombinettes, bravo, félicitations, c'est ton job, mais ils nous battent pas sur le tir à 3 points et sur l'adresse extérieure. Ils nous battent sur autre chose, sur les duels, sur le 1 contre 1, et ils nous battent défensivement surtout. Donc peut-être que cette option, et je pense que c'est le moment d'y aller. Pour moi, je crois que c'est le plus mauvais match coaché de Vincent Collet depuis qu'il est à la tête des Bleus. Et bien très bien. Point numéro 2, le premier c'était l'aspect physique, le numéro 2 c'est les choix de Vincent Collet. Et ce qui nous a le plus sauté la gueule, et bien sûr qu'on va pas démonter des gars qu'on connaît en plus, ça n'a aucun sens, mais on n'a pas compris pourquoi Elie avait déjà débuté la deuxième mi-temps dans le 5 à la place de Nando. C'est ça la plus grosse incompréhension que j'ai. C'est comment tu redémarres avec Elie Okobo. Alors est-ce que Vincent se dit j'ai besoin de lui sur la totalité de la compétition parce que je sais de quoi il est capable pour créer offensivement et peut-être résoudre ses problèmes de 1 contre 1, qui est un fantastique joueur de 1 contre 1 et qui se disent face à cette pression, peut-être que lui va pouvoir briser la première ligne et aller finir avec sa patte de gaucher. Mais le problème, c'est que Nando a été fantastique en première mi-temps, sur le tir, sur subir la pression, oui, mais donner des bons ballons. À un moment donné, il y a un flash de Mathias, il y a une faute provoquée. Et le problème, c'est que Elie,
rate, mais reste sur le terrain. Oui, est-ce qu'il ne joue pas Il joue l'intégralité 15 du troisième minutes. quart-temps? Si, il joue 15 minutes d'affilée. Il joue quasiment, ouais, 15 minutes. il fait tout le troisième quart. Parce que moi, tenter Eli. Ça me dérange pas. On sait que l'année dernière, dans son rôle à l'Euro, là, vas-y, je te fais confiance sur démarrer la deuxième mi-temps, pourquoi pas. Mais quand ça marche pas, faut coacher. C'est pour ça que tu dis, et je te rejoins complètement quand tu dis que c'est certainement le match, le plus mauvais match coaché de Vincent Collet, c'est qu'à un moment donné, il a laissé un mec en détresse sur le terrain pendant 10 minutes et en plus sur un poste de meneur où tu prends des pressions tout terrain. Eli, on connaît ses qualités, mais là, à un moment donné, même pour lui, pour le protéger, il fallait le faire sortir. Et c'est pour ça que j'ai pas compris. Alors, je t'ai posé une question pendant le match. Est-ce que derrière, il veut vraiment lui montrer que je te fais confiance, mais là, il l'a flingué. Je pense qu'on est sur une philosophie de je te garde ma confiance. Ta première mi-temps n'a pas été terrible. Je te remets dans le 5 tout de suite pour te dire, eh ben, t'es là. T'as l'opportunité de te relancer, de nous montrer des choses face à une équipe qui pourrait peut-être te convenir parce que c'est beaucoup de 1 contre 1 et c'est ton jeu. Mais au final, ça n'a pas marché et il s'est planté. Après, il y a comment tu peux... Après, on peut pas blâmer uniquement Vincent Collet quand tu prends 20-30. Il y a des garçons qui. Mais bien sûr que non. Là, on est là-dessus. Là, on est là-dessus, mais le premier truc, la deuxième mi-temps qui va être un calvaire pour nous, le premier truc qu'on voit, c'est le choix de Vincenzo d'envoyer Eli Müller. On se dit, et il le laisse tout le troisième quart-temps, il recommence le quatrième. Enfin, on connaît Vincent Collet depuis trop longtemps, on l'a côtoyé encore toute l'année avec Victor l'année dernière de près. C'est pas. Après, il a tenté beaucoup de choses. C'est quand même un mec qui tente. Il a tenté beaucoup de choses. Première rotation, c'est Mathias Le Sort. Mathias Le Sort sur un poste 4. Sur un poste 4 exclusif qui fait une belle entrée d'ailleurs, Mathias. Il met tout de suite des paniers, il va provoquer des fautes, il va sur la ligne. Il tente de jouer avec 3 arrières aussi. À un moment donné, il tente de jouer Gershon et Terry Tarpey, small ball sur du jeu intérieur. Il a tenté beaucoup de choses, mais qui n'ont pas fonctionné. Parce qu'il y a quand même une détresse de Rudy. Il y a une détresse de Rudy. Alors, parce que Rudy a besoin d'un passing game pour exister sur des... Bon, il n'a pas eu un ballon. Alors, rappelez-vous que la marche de progression de Rudy en équipe de France, ça a démarré en 2019 à la Coupe du Monde, où flash intérieur, il recevait les ballons, il dunkait sur les gens. Bon, j'ai rien vu. Mais après rien vu. Là, j'ai du mal à en vouloir. Mais c'est comme Gershon. Hein. Rudy et Gershon, à un moment donné, tu peux pas mettre de points si t'as pas la balle. Gershon, on se l'est dit, les 2 premiers ballons qu'il a, Rudy, dans le troisième quart. Rudy, il l'a eu un petit peu sur des situations de high-low. Je ne l'ai pas trouvé catastrophique non plus, Rudy. Tu vois, je ne vais pas le blâmer. Je vais blâmer par contre le collectif au sens très global, où tu n'arrives jamais à faire les différences, que ce soit sur des passes. On a même été surpris par une passe de Rudy à un moment donné à Hulot. Moi, je le vois faire des choses positives en attaque. Le problème, c'est que le collectif est tellement délité. Si tes arrières font que dribbler, faire les pick and roll, et qu'on n'a pas un poste 4 capable de faire, qui n'a jamais la balle. Tu passes la ligne, il reste 14 secondes pour attaquer. T'attends que l'ailier ressorte, il reste 8 secondes pour attaquer. Qu'est-ce que tu peux pas jouer au basket dans ces conditions-là? C'est trop compliqué. Donc, toi, sur 40 minutes, c'est impossible. Donc évidemment, quand au bout de ta première passe, il reste moins de 10 secondes à jouer, évidemment, les premiers à morfler, c'est les intérieurs. Et comme disait un certain mec format Cholet avec qui j'ai joué, qui m'a sorti cette phrase exceptionnelle, il disait, mais moi, c'est Atis Francis qui me disait, je n'ai jamais vu un mec marquer des paniers sans ballon. Et il a tout à fait raison. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Gershon, le premier tir qu'il prend, c'est en deuxième mi-temps. Il a pas pris le moindre tir. Gershon fucking Yabouzélé, qui est le meilleur joueur de la prépa. Hein. Qui est peut-être même le meilleur joueur de l'équipe de France depuis l'année dernière. Premier tes jeux qu'il prend, deuxième mi-temps, pour moi, ça c'est un signe terrible pour cette équipe de France qui n'arrive pas à bien jouer au basket. C'est Gershon qui prend un tir en milieu de troisième quart-temps. C'est pas possible. Et en plus, le problème, c'est que sur ce poste 4, on a été en souffrance offensivement et on a été en souffrance défensivement parce que Kelly Olynyk nous a fait. Alors, c'est pas une playlist à la Shai Gilgeous, mais il y a quand même 3-4 chansons sur la playlist de Kelly Olynyk. Il met un one sur Nico Kelly Olynyk au gravier, je te le dis. Oui. Il met un 3 points en tête de raquette. Il fait un match de patron, Kelly Olynyk. On sait que c'est un super joueur NBA. Moi, il est tellement basket. On se souvient à Gonzaga. C'est bon, fan de main à main. Non, mon gars, dans le FIBA. Alors autant il y a le joueur NBA, mais lui, dans le FIBA, il se frise. Parce qu'à un moment donné, Lou Dort, il part sur un backdoor, il met la passe à terre. Il est grand, il y a quand même quelque chose. Et on est en souffrance des deux côtés sur ce poste 4. Pour revenir sur le poste de meneur de jeu, il y a un nom qui revient énormément. Évidemment, c'est Sylvain Francisco qui a joué le garbage et qu'on a vu dans le garbage time. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé le voir, l'essayer lorsque le match comptait encore? Moi, j'aurais aimé le voir plus tôt. Mais pour moi, aujourd'hui, quand je vois l'intensité de la première mi-temps, parce que certains, et je sais que certains aiment bien tomber sur Nando et dire que Sylvain doit jouer plus parce que c'est flashy. Aujourd'hui, Sylvain, je pense que s'il commence le match, à la mi-temps, on n'est pas à -3 et on expose complètement le jeu. Aujourd'hui, je pense que la première mi-temps, pour être meneur de jeu de l'équipe de France et être à -3 à la mi-temps et être dans le match comme on l'a fait, il faut être un joueur d'un niveau que Sylvain le sera un jour.
Mais aujourd'hui... Mais pas, attends, là, tu parles dans le 5, là tu parles Non, dans le 5, ou même plutôt dans la rencontre. Ne réponds pas aux imbéciles. Non, mais même aujourd'hui... Est-ce que vous n'auriez pas aimé voir Sylvain, à un moment donné... Milieu de troisième. Oui, quand Elie est encore sur le terrain. Tenter quelque chose en troisième quart-temps, pourquoi pas envoyer Sylvain Francisco. Maintenant, il y a quand même une hiérarchie à respecter. Je pense que Eli Okobo est un peu plus haut dans la hiérarchie. Je peux pas tout faire péter dès le premier match, quoi. Que Sylvain Francisco. J'ai vu Mathias Le Sort être première rotation. Mathias Le Sort a été quasiment dans le meilleur 5 de l'Euroleague cette saison avec le Partizan Belgrade. Il était à 2 doigts de faire un Final Four. Sylvain Francisco, c'est une belle première saison de BCL à Peristeri avec Vassilis Panoulis et Eli Okobo qui fait un Final Four dans un rôle majeur en Euroleague. Donc il y a quand même des hiérarchies. Mais cette hiérarchie, elle peut être mouvante. Bah oui, là tu me parles de papier. Elle peut être mouvante. Sur le papier, je suis d'accord avec toi. Et après, il y a la réalité du jour, la réalité du match et la réalité du match qui est en train de se barrer et qui s'est barré très très loin. Personne ne dit que Elie devrait être derrière Sylvain dans la rotation. En revanche, ce que je dis, c'est qu'au vu des profils, où on parle d'intensité et tout, Sylvain Francisco, il a tout pour répondre à l'intensité. J'ajoute à ça que c'est un meneur de jeu. Et qu'Elie est un poste 2 capable de jouer 1. Et qu'il y a eu un moment donné dans ce match où on n'avait plus de meneur de jeu sur le terrain et c'était pas Nando malheureusement qui était sur le terrain non plus. Donc j'aurais peut-être aimé plutôt. Voilà, à un moment donné dans le troisième quart, quand tu vois que ça part en couille, qu'il n'y a plus une pénétration, qu'il n'y a plus une passe, je te dis pas qu'il aurait tout changé. J'aurais aimé l'essayer. Bon, voilà, je pense après, alors je te rejoins sur Sylvain Francisco est un meneur de métier, mais tu me demandes de l'organisation quand ça va pas. Est-ce que Sylvain Francisco est un meneur organisateur capable de remettre d'aplomb mais moi là, si je fais rentrer Sylvain, c'est pas pour mettre de l'organisation. C'est pour mettre du pep, c'est justement pour dire, mon Sylvain, fais du Sylvain. Parce que là, on arrivait tellement à rien faire que c'est plus de l'organisation. Moi, je veux pas compter sur Sylvain Francisco pour remettre de l'ordre. Mais personne n'a dit ça. Oui. Non, mais par contre, moi, là où je te rejoins, on a marqué 8 points. Non, mais là où je te rejoins, c'est 5 de Nando. Et c'est ce que je dis dans la preview, c'est que Sylvain Francisco, sur 2-3 minutes, il peut casser des momentum et en créer un autre pour l'équipe de France. C'est vrai que plutôt, à un moment donné, quand Elie est en souffrance terrible dans le milieu du troisième quart-temps, il faut lui dire, vas-y Sylvain, montre-moi quelque chose. On explose, on a un moins 15 contre cette équipe-là, faut tenter des trucs. On en revient à ce que tu dis, Steph, autour de Vincent Collet, ce match-là et ses choix. Clairement. On avance, troisième point. Il en a fait d'autres bons dans sa vie. Il en fera sûrement d'autres. On n'est pas là pour débattre aussi. C'est là. On avance, troisième point, avant d'aller sur les top flops, et vous pourrez donner vos avis sur les top et flops, parce que je vous vois, vous êtes très très chaud, bien sûr, dans le chat. On veut tirer sur les mecs après un premier match dans cette compète. Le troisième point, c'est sur l'équipe du Canada. Est-ce qu'avec ce match, avec ce match, il se positionne clairement comme l'un des favoris de la compétition, sans aucun doute. Est-ce que vous avez été surpris par le niveau global de cette équipe? Parce que moi, je l'ai été, je vous le dis très honnêtement. Je sais pas, quand tu regardes le roster, mine de rien, il y a 7 joueurs NBA, t'as un mec qui est All-Star, t'as des mecs qui sont Olini qui est là depuis pas mal d'années avec cette équipe du Canada. Des mecs qui jouent les playoffs, des finales de conf. Lou Dort qui se met des buts à bugne toute l'année contre... Je ne sais pas s'il y a vraiment une réelle surprise. La réelle surprise, c'est que c'est la première fois qu'on voit cette équipe-là, avec le potentiel offensif, jouer un match d'une grande compétition quasiment au complet. Et encore, il leur manque des mecs. Jamal Murray, si tu nous regardes, Jamal Murray qui doit être content. Tu peux rajouter Wiggins, tu peux rajouter Bénédicte Mathurin. Oui. Donc je te les rajoute et même Kevin Pangos, qui est quand même un joueur supérieur de l'Euroleague. Ils avaient un statut avant d'arriver, ils ont montré que le statut il est pas usurpé. Et encore, ils ont RJ Barrett qui fait un match kata. Il fait une première mi-temps correcte, il attire des fautes et tout, mais il est moins en vue que d'autres. Il a quand même pris 23 de Evan, partenaire d'entraînement. T'as pris 23 quand même sur la truffe sur ton mec que t'as benché toute l'année. Bon, mais le Canada, c'est impressionnant. Il y a Landos Pizza qui nous dit un truc intéressant. Il dit je m'attendais à que ce soit très costaud, mais là c'est encore un cran au-dessus de ce que j'imaginais, surtout qu'on sort des médailles dans les dernières compétitions. Moi, je le rejoins là-dessus. Je savais que ça allait être fort. Je savais que ça allait être très compliqué la rencontre. Je pensais pas que. En plus, ils ont pas spécialement bien joué au basket. Par contre, ils ont une hiérarchie établie. Ils savent à qui donner les ballons. Mais moi, défensivement, c'est une guerre. Parce que même quand il y a plus 25, plus 30, plus 20, plus 25, ils continuent. Ils n'ont rien lâché pendant 40 minutes. Il y a la manière, il y a l'attitude. C'est mini Team USA. Team USA ne vit que par leur pression défensive, voler des ballons et te faire respirer avec une paille et après ça part. Et le talent d'un mec. De plusieurs, même pour Team USA. Là, c'est Gilgeous Alexander, même s'il y a d'autres garçons. Et c'est mini Team USA, en fait. Ils vivent par leur pression défensive, sur du jeu, sur des fautes provoquées aussi, parce qu'ils vont vite. Et donc, ils ont tiré plus de 25 lancers francs. Duromov, Dwight Powell, qui fait ce qu'il
qu'il fait à Dallas, des ballons en l'air, hop, ça tape et ça revient dans les mains. Donc deuxième chance, troisième chance. On a vu Lou Dort après 3 possessions mettre une bombinette à 3 points. C'est une équipe qui est pénible à jouer. Si tu les arrêtes pas sur le 1 contre 1, si tu les fais pas jouer sur du demi-terrain, sur du 5-5 posé, il se passe ça. Il peut se passer ça, même dans les très très gros matchs. Bon, il n'empêche que le Canada s'installe maintenant. J'ai une question, est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre Marc Andjoumassi sur Shai Gilgeous-Alexander? Clairement. Pour ceux qui ont la ref, pour les anciens, ça remonte déjà. Raconte l'histoire des JO de 2000. On sait qu'on avait en quart de finale au JO 2000 pour les plus jeunes, on joue le Canada. C'est miraculeux de jouer le Canada. Avec Steve Nash, qui est à l'époque déjà un joueur fantastique, et JP de Vincenzi, Juan Pedro, il envoie Marc Andjoumassi, qui était un défenseur d'élite, mais bon, de pro à l'époque. Il l'envoie en mission sur Steve Nash, et il a éteint Steve Nash. Voilà. Quand on dit éteint, c'est Steve Nash. Un double MVP, tout pas encore. Montée de balle, interception, En fait, il a fait ce qu'il voulait, il a fait comme Jacouille. Jour, nuit, il a éteint. Voilà. L'Australie à l'époque, Steve Nash et Luc Longley. Axe 1-5. Il y a Canada, là, on parle du Canada et de l'Australie, c'est pas exactement oui, pardon, je dis n'importe quoi. Alors, il me dit oui. Il n'y avait pas de Zeko dans l'équipe. Il y avait ça, Danilovic. Mais moi, je bois tes paroles. Top et flop. My mistake. Mettez-nous tout de suite top et flop. On va vous mettre déjà le top parce qu'il est très simple. Allons-y pour le top de ce match-là. C'est le Canada. On s'est pas pris la tête. D'habitude, on met 3 mecs et tout. On s'est fait péter le cul. Bravo à Lou Dort, bravo à Dylan Brooks qui a flex et tout. Ça foutait la haine, mais bravo à lui. D'ailleurs, c'est lui qui met le premier tir défensif aussi, sur les balles en deuxième mi-temps. Et le premier tir de la deuxième mi-temps qui donne le là pour l'équipe du Canada. Petit Omar d'entrée de jeu, main gauche. Il fait un super match. En soldat, le joueur de rôle, merde quoi. Pénalisé par les fautes, donc obligé de temps en temps de faire pas mal d'allers-retours sur le banc. Mais bon, bravo Dylan. C'est plutôt parce qu'il fait une 3e faute assez tôt dans le match. Et il le remet vite, son coach. Donc il a su maintenir une intensité de très haut niveau. Et en même temps, finalement, il finit pas avec tant de fautes que ça. Et ce qu'a fait le Canada, je pense que c'est un coup de tonnerre dans la compétition par rapport aux autres. Parce que la France a quand même une réputation aujourd'hui en étant médaillée sur les 3 dernières compétitions. Avoir mis 30 à la France, qui a un roster quasi complet, je pense que les gens qui vont voir le bilan ce soir, les coachs, les staffs et le scouting, ils vont dire ah ouais d'accord. Cachou le Canada. Cachou le Canada en effet. Et d'ailleurs je me disais là, parce que pendant que vous parliez, il y a autre chose qu'on peut dire par rapport à la tactique de l'équipe de France, que nos systèmes, qui n'étaient pas très bien clairement l'année dernière à Berlin, sont les pires pour jouer contre une équipe comme le Canada. C'est-à-dire que tous nos systèmes commence pareil, avec un meneur de jeu, et des remontées comme ça. Et disons que lorsqu'il y a des ailiers ultra physiques, très forts défenseurs... qui t'empêchent la remontée. Et RG Barrett, ça peut marcher pour Shai, qui est un super défenseur. Dylan Brooks et Lou Dort, pour ne parler que de ces gars-là. Il n'y a rien de pire que d'essayer de te démarquer avec un gars qui veut te faire un écran. Quand c'est bien lu, t'es toujours couillé, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais rajouter un truc, j'en avais parlé à l'Euro l'année dernière, et qui me saute un peu à la gueule, c'est que déjà, t'as raison, on a été très bien scouté sur des systèmes facile à lire finalement, les entrées, tout ça et tout, au bout d'un moment, ça va, tu fais... Moi, il y a un truc j'ai vu, et Jacques l'a dit dans le commentaire, très bon écran de Dwight Powell, superbe écran d'Olynyk. Je trouve sur nos postes d'écran, avec des sangsues comme ça, des animaux en défense, avec des qualités athlétiques comme ça, je trouve qu'on n'abîme pas assez les mecs sur des écrans. Et Steph, c'est à toi vraiment que vers toi que je me retourne. À haut niveau, la pose des écrans, elle est primordiale. Et je trouve qu'on n'a pas de poseur d'écran qui abîme un peu les gonzes. Mathias, avec le Partizan, a mis des énormes écrans. Et après, le problème, c'est que Mathias, Rudy, sur les poses d'écran, peut-être se projette... Off-ball. Off-ball. Là, oui. Ouais. Clairement, c'est flagrant encore aujourd'hui, ça l'était déjà à l'époque. Il y a trop de mecs qui ressortent Nando, Evan, Nico. On est 3 mètres derrière la ligne à 3 points, on peut pas jouer au basket. Après début de match, je crois qu'on prend 2 fautes offensives sur des poses d'écran à l'opposé. Sur des poses d'écran, à un moment donné, il y a un croisement où Rudy d'ailleurs prend anti-sportif parce qu'il va attraper, il veut mettre un écran, mais l'autre passe à côté, il veut l'attraper, il lui met une petite gorgette, il prend faute anti-sportive. Tu sais, quand tu prends vite des fautes en première mi-temps sur des écrans en mouvement, après tu es refroidi pour aller toucher les mecs parce que les athlètes canadiens, le problème c'est qu'ils passent avec tous les mecs. Donc ça veut dire que tu es obligé de faire un petit mouvement parce que si tu veux absolument les toucher, tu es obligé un petit peu de bouger ton pic. Quand tu as été pris 1 ou 2 fois par la patrouille et que Rudy est en foul trouble sur la première mi-temps, il a 2 fautes rapides, il est obligé de sortir, il dit je veux plus les toucher, j'ai plus envie d'être en faute. Et sur les pick and roll, Rudy et Mathias ont cette force de peut-être anticiper trop vite après le flash vers l'écran et
reste un peu moins longtemps sur la pose d'écran parce que Mathias est un fantastique pick and diver et rattrapé sur les fenêtres de passe pour après finir au cercle. Et ça veut dire que tu mais sur des pressions comme celle-là. Et l'année dernière, on se souvient que Thomas Hurtel et Rudy Gobert s'étaient accrochés un petit peu sur ça. Où Thomas disait reste un peu plus le temps que de mettre le mec dedans et ouvre à paix. Après, on sait que les joueurs, effectivement, ils aiment bien piquer, rouler derrière vite. Mais là, au bout d'un moment, sur des pressions comme ça, touche d'abord le mec. Touche d'abord le mec. Et puis peut-être qu'on n'a pas vu, et j'ai pas en mémoire, mais on n'a pas vu un bon back pick pour justement essayer de faire souffler Nando sur les pressions qu'il prenait. Tu vois, un bon back pick, bon, tu désosses un mec. Non, on l'a pas vu. C'était que du contrat sur les remontées de balles, t'as raison. J'en ai pas vu. À un moment donné, faut châtier un mec à un moment donné. Parce qu'après la pression, il la met, mais il regarde quand même dans le dos, savoir s'il y a un gars qui arrive pas, un Crawford Palmer qui arrive avec les deux coups d'avant et qui t'envoie en chaise roulante. Bon, voilà, on s'est fait démonter. Un bisou à Crawford Palmer, bien sûr, dans l'histoire. Bon, top et flop, on a fait le top. On aurait pu mettre la première mi-temps d'Evan, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été suffisamment. Anecdotique au vu du résultat. Lui, en tout cas, on sait ce qu'on disait dans la preview. Lui, il est en pleine bourre. Il a l'œil du tueur. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, dans la réalité de ce match-là, c'est bien pour lui individuellement. Il y a tellement collectivement, ça a tellement été trop dur que c'est anecdotique collectivement, mais on sait que maintenant qu'Evan est capable de prendre... On a retrouvé le Evan 2019. On a plus d'inquiétude sur le fait qu'il n'ait pas joué depuis 6 mois, ce qu'il a vécu avec les Knicks, c'est bon, ça c'est fini, il est dans sa compète, il a envie de casser des gueules. Je crois qu'il a quasiment joué autant de minutes ce soir que sur les 6 derniers mois avec les Knicks. C'est possible. Evan. On regarde la déclat d'Evan. Une belle branlée, il n'y a pas d'autre mot. Bon bah voilà, j'ai l'impression qu'on y est. Mon Evan, il n'a pas dit que ça, bien sûr. Mais quand il y a 35 d'écart, au bout d'un moment, on va pas commencer à analyser. Oui, au bout d'un moment, moins 30, frère. Rendez-vous demain à l'entraînement, on va faire de la vidéo et puis voilà quoi. C'est ce qu'ils ont dit, et d'ailleurs, écoutez sur Bean, au micro de Rémi Réverchon, ce qu'ont dit Nico et Evan. Pour les flops, il y a quelqu'un dont on n'a pas du tout parlé, et je sais que vous n'arrêtez pas de dire pas un mot sur Batum. Bien sûr qu'on a parlé de Nico. Nico fait un mauvais match. On l'a vu mettre 3 contre, dont un extraordinaire en début de rencontre. Il a été facilitateur comme on le connaît. Malheureusement, il n'a pas eu d'impact aujourd'hui. Il a aussi fait le match ce qui des fois nous dérange avec Nico, c'est de disparaître un petit peu. Il a au moins 2, voire peut-être 3 tirs dans le corner qu'il refuse. Il fait des extra passes alors que c'est son tir, et c'est surtout lui qu'on a envie de voir prendre ces tirs-là. Après, on sait que Nico... Il n'est pas allé chercher les trucs. Voilà. Alors, les trucs sont pas... On sait que Nico aime bien attendre que ça vienne à lui, en bout de chaîne. Mais... tu as un statut en équipe de France, quand les choses viennent pas, tu as peut-être le droit d'aller chercher quelques trucs. Alors on sait que Nico, dans sa vie, il a jamais voulu forcer quoi que ce soit. En première mi-temps, je crois qu'il a un petit curl, il revient, il a un petit jumper vers la ligne de lancer franc où il met pas dedans. Début du match, Défensivement, il s'oublie un petit peu, ça part dans son dos sur le backdoor Olynyk Ludor, je crois que c'est lui qui est un peu trop en surpression, ça part dans son dos. Il a fait beaucoup dans les aides. Beaucoup trop dans les aides, en fait. Mais le problème, c'est que peut-être que c'était les consignes de Vincent Collet face à une équipe qui cherche beaucoup à attaquer l'intervalle, les aider reprendre, flotter un petit peu. C'est une équipe qui est pas très forte sur le tir à 3 points, donc on peut peut-être se permettre d'aider un petit peu plus côté ballon. Et Nico était vraiment aussi beaucoup en aide. Donc c'est clairement une consigne. Un petit match de Nico, il met toujours son petit 2 comptes, je crois, il en met un. 3 même. 3 comptes, il en met un sur Shai, il met celui sur Ludort qui part au Thomas. Mais offensivement, on l'attend un petit peu plus. Et sur les orientations de jeu de passe, le ballon n'est pas passé énormément par lui. Il a un petit passage au poste 4 où il a un tir à 3 points, je crois, ouvert, où il met pas dedans. Oui, petit match de Nico. Voilà. Il faut le dire, petit match de Nico. Bien sûr qu'on le dit sans souci. Ce sera le premier à le dire. Bah oui, sans aucun doute. Du coup, les flops, bon, on s'est pas pris la tête non plus, on a tellement mal au cœur. Bon, on a mis tout le monde dans le même panier. Et donc, non, oui, d'accord, ok. Et donc, le flop, c'est la France. C'est l'équipe de France. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, voilà. Je pense que c'est les pires top et flops qu'on ait jamais fait, mais c'est représentatif de la soirée qu'on vient de passer. Mais encore une fois, on va pas s'inventer d'une vie à... Oui, après le top, on a appelé Chagigus Alexander, si vous voulez. Bien sûr, bien sûr. Voilà, on a vu tous le même match. Hein. Oui. Après, encore une fois, on se fait taper par un coach espagnol, bon. Espagnol. N'importe quoi. Ils vont être là toute notre vie pour nous hanter. Bon, bref, on se projette vite fait sur le match d'après. On joue contre la Lettonie, ce sera dimanche 15h30, même horaire. On sera en débrief ensemble sur Twitch, là, comme aujourd'hui, pour parler de, j'espère, la victoire de l'équipe de France. D'habitude, on parle souvent tactique pour le match d'après, qu'est-ce qu'on pourrait changer. Là, aujourd'hui, je sais pas. À part un réveil et une réaction collective. Pour moi, ils sont réglés tactiquement. On l'a vu en prépa. Ils savent, ils ont leur système de référence. Ils savent où aller chercher qui, quand, comment, pourquoi. Défensivement, pareil. Maintenant, faut y mettre des ingrédients supérieurs par rapport à la prépa. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, cette équipe-là, son objectif, c'est d'être champion du monde. Il doit pas changer parce que t'as pris une branlée sur le premier match. Par contre, tu sais ce que tu dois faire. Par contre, tu dois le faire plus vite, plus fort, plus haut. Voilà. C'est tout. Il y a rien de pire qu'après un match de compétition ou de saison.
ça peut marcher des fois, de tout réinventer, de tout rechanger. Certainement pas. Ils savent jouer au basket, on l'a vu. Par contre, maintenant, dans l'intensité, dans l'envie, parce qu'il y a aussi une attitude sur le dernier carton qui me gêne un petit peu. Mais je suis persuadé qu'ils vont tous se regarder. Et puis voilà, bon, pour moi, on a pas complètement encore le destin entre nos mains, mais si on tape tout le monde, eh ben on sera en quart de finale à Manille, voilà. Après, tu joues la Lettonie qui s'est frisé les moustaches face au Liban. Le Letton, quasiment chaque année, tu les joues, tu connais leurs forces, tu sais que si tu défends la ligne à 3 points au-delà des 6,75, tu pourrais t'en sortir. On sait que si tu viens donner le moins d'aide, parce que le Letton, c'est un peu de drive, et hop, ça ressort pour les frères Bertens qui envoient bombinette sur bombinette. Il y en a un qui en a mis 6 ou 7 aujourd'hui contre le Liban. Tu connais leurs forces. On sait que athlétiquement, sur 40 minutes, normalement, ils ne tiennent pas la route avec nous, mais c'est une équipe que si tu les joues au basket, tu vas faire des remises en jeu toute la soirée, avec là aussi un autre poste 4 très fort qui est Roland Smith, qui est un joueur d'Euroleague, Zalgiris Kaunas, qui a été très bon contre le Liban. Voilà, tu connais les forces et tu connais les faiblesses de la Lettonie. Il n'y a pas de go-to guy, comme peut être Shai Gilgeous-Alexander, qui est un joueur quasiment inarrêtable. Les Lettons, tu sais comment ils jouent au basket. Cachou Bertens quand même. Les frères Bertens qui mettent 30 points en cumulé, 20 pour Derry. 7-8 en première mi-temps, l'autre. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas que 7-8. On peut noter aussi Kourouch qu'on a vu à la SIG, c'est la saison dernière. Non, très bon. Ah, il y a Radiance, il y a Arthur aussi. Ouais. Ils ont que des jumeaux dans l'équipe aussi. Et il y a aussi notre ami, qui je voulais dire encore, Pachechnik, qui est passé par les Metropolitans 92 au début de saison. On va s'en remettre alors. Hein. Oui. Et donc il n'y a pas Porzingis, voilà, vous le savez déjà. Ils vont retirer son maillot à Marcel Cerdan après chez Gout. Oh, le passage, terrible, terrible. Voilà pour le match. On n'a pas, dis-moi Tom, on n'a pas malheureusement encore les cotes pour le France-Lettonie de dimanche sur Winamax, c'est pas grave. Voilà pour le France-Canada. On était très complet, comme toujours. On a pris le temps de vous lire aussi dans le chat. Donc n'hésitez pas sur YouTube à mettre des petits commentaires. On va se projeter sur les autres quelques matchs qui sont passés aujourd'hui. Je rappelle qu'en 2013, on a été champion d'Europe en perdant contre l'Allemagne, contre une Allemagne qui était quand même bien moins forte que bon. Là, ça c'est juste pour la superstition. La route risque d'être un peu plus compliquée. Tout à fait. Voilà. Il y a Andrew qui nous regarde, qui a dû souffrir. Andrew aussi, qui reste toujours le premier fan de l'équipe de France. Et Andrew qui a dû dire moi j'aurais pu stopper ça, Gilgeous-Alexander, man. Écoute, il y a des choses qu'on peut pas tout dire. On peut pas tout dire, mais on l'embrasse en tout cas, Andrew. Et embrasse le petit aussi. On embrasse tout le monde, on embrasse bien sûr la famille. Allez, petit jingle et on va parler des autres matchs rapidos. Erwan est très content de ce débrief. J'espère que vous aussi vous l'êtes. En général, pendant les jingles, il se passe toujours des choses. Et là, Erwan a donné une note au débrief et c'était une note de 10 sur 10. 10 sur 10. C'est donc inversement proportionnel au match de l'équipe de France. Voilà, exactement. Ça fait 5 sur 10. Écoute, on est 5 sur 10, à l'école, on prenait. Hein. On est dans mes standards. On est dans mes standards. Mes copains sont catastrophiques. Aujourd'hui, quelques matchs. J'espère que vous avez pu le regarder parce que c'était à la fois sur Beansport. Il y avait 3 matchs qui étaient diffusés aujourd'hui, mais aussi sur Courtside 1891, sur l'application, la plateforme de la FIBA. N'hésitez surtout pas à prendre, si vous voulez, l'abonnement pour avoir tous les matchs de cette compétition commentés en anglais. En plus, on a un petit code promo si vous voulez. D'ailleurs, j'ai oublié. C'est quoi déjà? FT10WC. Dans le chat. WC pour c'est 20 € en plus. 20 € pour Water Closet. 20 € pour avoir tous les matchs, c'est chiant. Pour avoir tous les matchs de cette compétition sur la plateforme de la FIBA. Je vais commencer par un match, on va aller rapide là-dessus. Les Allemands ont gagné contre le Japon à Okinawa, bon, ok de 20 points. Mais il y a eu une sensation aujourd'hui, c'est que la République dominicaine de Carl Anthony Towns a gagné devant 38 000 personnes à Manille, dans le plus grand stade de basket au monde. Au-delà même du match, on pourra en parler de Jordan Clarkson, etc. Plus grande affluence. Plus grande affluence de l'histoire du basket, quoi. On en est là. L'ambiance, c'était ouf. Je regardais sur Bean, sans commentaire. C'était incroyable. L'ambiance, c'était incroyable. Les Philippins, bravo. Ils régalent. C'est l'amour du basket qu'on aime. Et t'as raison, hâte de vous rencontrer. Mais mine de rien, pour faire un parallèle avec d'autres compétitions qui ont pu avoir lieu dans des endroits où on se disait mais pourquoi on va là-bas, et finalement il n'y avait personne dans les tribunes. Voilà, Okinawa, c'est pas l'euro féminin. Jakarta et Manille, les salles étaient bien remplies. Et pour les autres matchs, je veux dire. Oui, pas uniquement pour les Philippines. Et bon, le match Philippines-République dominicaine, si vous l'avez vu, c'était un bon pick-up game. Il n'y avait pas trop de tactique, pas trop de système. Jordan Clarkson versus Carl Anthony Towns. L'amour du jeu, l'amour du maillot. Mais ta mort, c'était les gars, allez, on n'est pas à 100%, on est à 200%, 1, 2, 3 teams. Voilà, ça c'est le basket qu'on aime aussi. L'Italie a gagné contre l'Angola. L'Australie, dans le premier match de la journée, a écrasé la Finlande.
Les Finlandais, ils ont fait un peu une équipe de France en deuxième mi-temps. Effondrement. Terrible. Effondrement terrible. Terrible. C'est la Ils ont sensation pas un de coup de chaud, quoi. Ça leur rend pas trop bien. Et je sais pas si t'as vu le match. Oui, t'as vu. Oui, On a retrouvé notre nageur, le supporter finlandais le plus costaud de tous les temps. là. Oh, Gaillard Tu sais qu'il y a des pètes Oui, de oui, oui. bâtards Alors comme qu'il a ça, là. 50 ans, hein. Il a 50 piges, mon gars. Il est à vitesse. Ouais, C'est fort, en fait. Les Finlandais qui ont souffert. Josh Giddey qui m'a pas rassuré sur les 10 premières, finalement, après qui est proche Oui, du oui. triple Qui finit double. proche, voilà, c'est Paddy Mills qui jusqu'à 70 ans mettra 25 pions en basket FIBA. Est-ce qu'il y a un joueur finlandais son nom, il a 18 ans, il a pas joué beaucoup. Il s'appelle Erik Kantonen. C'est vrai, vraiment. Je lui en gros. Erik Kantonen. Il doit faire Il y en a un autre, c'est Dominique Rochetonen. n'importe quoi. Henri Kantonen. Ah, Henri Kantonen. Ah, voilà. Henri Kantonen. Ah, Oh là là. Attends, Henri Kantonen. Ah oui, d'accord, c'était un autre Oui, frère de la famille. oui, pardon. Oh la pardon. vache. Henri Kantonen. Ça va vite ici. Il a pas beaucoup joué, il est resté cantonné au Bantu. J'ai l'impression qu'il est 23h30 alors qu'il est que 18h et qu'après on va aller s'allumer avec Erwan parce qu'on s'aime. S'allumer l'un et l'autre, on va en date quoi. Ah, ouais, Ah oui. toujours, moi je suis en date, Voilà, avec toi depuis 10 ans, mon gars. C'est vrai, c'est vrai. Bref, C'est la seule relation qui dure avec moi, de toute façon. Ça rigole beaucoup, en régie. Rire franc, rire un peu trop franc, mon goût, les gars. Réunion après l'émission. Hein. Et quoi l'autre match? Il y a eu le Monténégro de Nicolas Vucevic qui était incroyable contre le Mexique. Alors, on parlait d'intensité, France-Canada, incroyable et tout. Vucevic, il a fait un match. Mon gars, on dirait un mec qui a joué. C'est un mec qui joue en vétéran, qui a joué au-dessus, tranquille, peinard, blablabla. c'est pas exactement le même level d'intensité que le Canada. Ça, c'est clair pour entrer en matière. 27-10 pour Nicolas. Et le dernier match du coup de la journée, c'était Égypte-Lituanie. La Lituanie qui s'est imposée tranquille. On a parlé de Allemagne-Japon. Oui, les Allemands, fidèles. On aime cette équipe. Moi, depuis l'année dernière, vraiment, j'ai un vrai coup de Thijs, cœur. les frères Wagner, Dennis Schroeder, c'est très bon. C'est très bon. On se projette sur les matchs de demain, puisqu'il y a l'entrée de Team USA. On va regarder ensemble les cotes chez nos copains de Winamax. Vous allez nous donner vos petits pronos, même si on va découvrir dans cette première journée certaines équipes. Ça va être très cool. Team USA qui débute demain à 15h30. Alors, on commence par le début de la journée. Un Cap-Vert-Géorgie, bien sûr. Historique pour le Cap-Vert, plus Tout à petite fait. nation à participer à la Coupe du Monde avec Walter Tavares, le pivot du Real Madrid. Ils ont un go-to guy et l'arme absolue du basket FIBA. On aime bien dire ça en Euroleague. Soudan du Sud, ça aussi, ça va être une super découverte face à Porto Rico avec Wenyan Gabriel. Attention à cette petite équipe, c'est intéressant. Michael Le Jordan Jordani. Grèce, 1-0-2 pour la Grèce, tu m'étonnes. Le Iran-Brésil qui va être très important en vue du deuxième tour parce qu'on croise avec cette équipe. Brésil de Raúl Neto. De Raúl Neto. Qu'on verra au Fener l'année prochaine en Euroleague. Intéressant. Ça, on aime. Interesting. Le Slovénie-Venezuela sur lequel nous ne pouvons pas... On ne peut pas parier vainqueur Slovénie apparemment. Non. Serbie-Chine, t'as vu les cotes incroyables, des grosses oui. différences. Et donc le États-Unis, Nouvelle-Zélande, Je comprenais pas les cotes en fait. C'est le moins 36. avec un écart, d'accord. c'est incroyable. Et Pour que ce soit égalité, c'est 1,36. Les Américains qui vont affronter le AK avant le match, parce qu'on sait que les basketteurs font le AK comme oui, comme clairement. le rugbyman, ouais. Tout à fait. On Et, espère qu'ils seront un petit peu plus respectueux que l'avait été André Iguodala-Lançois. C'était un petit peu fou de leur leur gueule. gueule, ouais, absolument. Pendant Espagne, c'est Côte d'Ivoire. Et on finira avec un Espagne-Côte d'Ivoire demain. Je voulais vite fait je te pose cette question parce que nous on a parlé entre nous avec Erwan sur Team USA. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu les vois Moi, je les vois au moins fort, aussi bons que d'habitude? Moi, je les vois fort. Je les vois fort parce que déjà, ils ont un peu plus de temps. On se rappelle que qu'à Tokyo, il y a 2 ans, il n'y avait quasiment pas eu d'entraînement. Ils s'étaient servi des phases de poule pour s'entraîner. Là, il y a eu une belle préparation de quasiment plus d'1 mois. Puis ils ont un coaching staff XXL, Kerr, Tyrone Lue, Eric Spoelstra. Et on se rappelle qu'Eric Spoelstra a débuté sa carrière en tant que scouting. Et là, il s'y remet en tant que scouting. Donc, je pense que ça va être très bon. Et que, rappelez-vous, en 2014, cette équipe de Team USA était composée de jeunes joueurs, entre guillemets, qui aujourd'hui sont tous des superstars NBA. Et j'ai l'impression que dans cette équipe américaine, il y a des futurs superstars, à commencer par Anthony Edwards, qui a vraisemblablement le monopole du scoring dans cette équipe, du moins ce qu'on a vu en préparation, que Jalen Brunson en prépa a été très bon, qu'il y a des mecs qui sont là pour défendre, qu'il y a Paolo Banchero qui avait un peu la surprise de cette équipe, le rookie de l'année. On va voir ce qu'il va donner sur le basket FIBA. Donc je pense qu'ils ont déjà pris des repères et qu'ils sont bien plus en avance que certaines équipes de Team USA. Qu'on a pu connaître par le passé, ouais. Donc on verra demain pour l'entrée en matière. Bien sûr, c'est pas là qu'on jugera cette équipe. Ce sera plutôt à Manille devant nos yeux en quart de finale, parce qu'a priori, eux, on les verra, contrairement à nos bleus pour lesquels on a très très peur. Voilà pour ce débrief. On se retrouve dimanche. Donc il y a le match à 15h30, même horaire qu'aujourd'hui, face à la Lettonie. Victoire impérative pour l'équipe de France. Et puis on sera en direct là, pareil, voilà, 17h, 18h dans ces eaux-là pour débriefer tout ça. À voir si on est 2, si on est 3. Vous savez ce que c'est First Team. On est là, on ouvre la porte, il y a toujours un clumé Dimanche, qui a envie de discuter. I'm back. Et ben, tu vois, c'est ce que je voulais vous dire. Donc Steph apparemment sera là dimanche. You're gonna come back Sunday? Maybe. Petit small back avant le comeback Sunday. Merci à cette régie fantastique et les équipes de Polar Air toujours au top. Nos Marseillais sont revenus dans le train. On a failli pas les voir aujourd'hui, mais quand même, Jérémy, Tom
et le regretté Chris sont revenus. Et on vous embrasse très fort, tous, hein, bien sûr, comme d'hab. On se retrouve dimanche. Merci Steph, merci Erwan. Merci à toi, mon grand. Et merci Davy pour ce beau débrief.